Bienvenue à 2460, hors série. Nicole Gladu est une femme courageuse. Elle est atteinte d'une maladie dégénérative irréversible qui lui cause une très grande souffrance. Elle s'est battue aux côtés de Jean Truchon, qui souffre lui aussi d'une maladie incurable. Elle s'est battue donc pour obtenir le droit de mourir dans la dignité, pour le droit d'avoir accès à cette aide médicale à mourir. Elle s'est donc battue pour que cet accès soit élargi, qu'on change les critères. Mais la bataille devant les tribunaux, elle l'a gagnée. Ils l'ont gagnée. Ils ont fait l'histoire judiciaire du Canada en 2019. Voici Nicole Gladu. Le jugement qui est sorti hier apporte une lumière au bout du tunnel. Il faut souligner le courage, la détermination et la volonté de Mme Gladu et M. Truchon. Le jugement sur l'aide médicale à mourir va ouvrir les portes du paradis à tous ceux et celles qui souffrent comme moi d'une manière physique et psychologique. Un soulagement. Je vais digérer, je vais réfléchir, je vais mûrir. Et je ne sais pas exactement quand, mais je vais certainement me prévaloir de la liberté qu'on vient de me redonner. Nicole Gladu, bienvenue à 2460. Merci de votre invitation. Bien, merci de prendre le temps. Le temps doit être extrêmement précieux pour vous depuis ce jugement historique de la juge Beaudoin au mois de septembre. Bien, on ne mesure plus le temps de la même façon. C'est à la fois rapide et à la fois lent parce que, bon, je pense, parce que je me sens pas obligée d'avoir arrêté une date. Vous allez prendre le temps de vivre, de savourer, une certaine liberté que vous a donnée la Cour. Oui, puis tout le monde me pose la question, c'est quand? C'est quand, là, j'ai commencé à égrener dans ma tête les occasions. Bon, ça va être mon dernier Noël, c'est sûr, mais bon, à Noël, j'ai des amis extraordinaires. Il y a des choses de prévues. Après ça, il y en a en janvier. Après ça, février. En mars, j'ai 2 anniversaires qui me tiennent à cœur. En mai, un autre. Puis en juin, ce serait le dernier anniversaire avant le mien au mois d'août. Est-ce que vous avez le goût de vivre? C'est évident. Vous vous êtes battu pour avoir le droit de mourir quand vous vouliez, dignement. Mais vous avez le goût de vivre, le sens de la vie pour vous est entier, Bien oui, on m'a souvent demandé, pourquoi voulez-vous mourir? Et là, chaque fois, je dis, je veux pas mourir, mais je veux arrêter de souffrir. Et ça fait tellement d'années que le syndrome post-polio se faufile dans ma vie. Maintenant, il est à l'avant-scène. J'ai souvent dit que cette maladie dégénérative, comme d'autres, c'est comme un escalier qu'on ne dévale pas, qu'on ne descend pas marche par marche, mais qu'on dévale par palier. Et là, ben, l'usure a fait son temps. J'ai l'impression d'être au 2e sous-sol. Vous avez été une femme très engagée dans votre vie depuis, d'abord, même enfant. Vous êtes un enfant adopté, vous avez souffert de la polio, mais vous êtes une femme très active. Vous êtes devenue journaliste, vous avez une carrière impressionnante aussi au gouvernement, puis même en relations internationales. J'ai fait beaucoup de choses qu'on prédisait impossible pour moi. Une survivante, quoi, déjà. Oui, puis vraiment quelqu'un, quand j'étais petite, on disait de moi que j'étais tannante. Et c'était vrai. Ouais. Et je dis que si le Ritalin avait existé à l'époque, on m'en aurait sûrement donné. Mais j'étais... pour moi, la vie, là, c'était... Le verre a toujours été à moitié plein, alors que pour d'autres, il est à moitié vide. Mm-hmm. Et ça, on n'a pas de mérite. C'est un caractère avec lequel on vient au monde. Et pour moi, là, c'était la découverte, c'était explorer, c'était... j'étais la petite fille avant la polio, là, quand ma famille allait passer une semaine à la campagne, mais j'étais la petite fille qui grimpait un escalier branlant qui m'était formellement interdit pour aller cacher le bat de baseball des jeunes frères de ma mère. Ça s'est arrêté quand le virus de la polio, d'avant les 2 vaccins des années 50, alors ceux qui encore aujourd'hui résistent au vaccin, là,
c'est difficile pour moi de comprendre ça. Alors, j'ai été victime de ça, 3 mois dans le coma. Revenue à elle comme une petite poupée de chiffon. Mais vous avez défié tous les pronostics vous concernant. Oui, puis il y a un médecin, et je me rappelle de sa phrase, que j'ai compris au premier degré. Puis après ça, des années après, le petit tiroir du souvenir s'est ouvert. Il avait dit, avec un seul poumon de fonctionnel, Nicole n'est pas censée vivre. Mais il semble qu'elle en ait décidé autrement et on ne lui mettra pas de barreau dans les jambes. Et c'est un peu ce qui arrive aujourd'hui avec toutes ces années plus tard, parce qu'il faut quand même le reconnaître avec M. Truchon, tous les deux, vous avez réussi à infléchir 2 parlements. 2 gouvernements vont devoir agir. Est-ce que pour enlever dans la loi qui balise l'aide médicale à mourir, 2 critères. Pour le Québec, la fin de vie, et à Ottawa, la mort, évidemment... la mort naturelle, raisonnablement prévisible. Vous la connaissez par cœur. Ah oui. Oui, vous avez plaidé beaucoup contre ces 2 dispositions. C'est toute cette énergie combative que vous portiez en vous pour mener ce combat? À un moment donné, quand ma grosse dépression, je hais mon corps. Un matin, je me suis entendue me dire mentalement, je hais mon corps comme on peut haïr une personne. Et là, j'étais terrorisée parce que s'haïr soi-même, là, d'abord, je ne suis pas une personne qui hait, mais on ne peut pas fuir l'objet de sa haine quand c'est soi-même. Et j'étais donc c'est après ça que je suis tombée en dépression. Mais, puis, j'envisageais à l'époque ce qui m'attendait. Et j'ai découvert après coup que je n'avais pas exagéré. Et quand je regarde la personne que je suis devenue physiquement, je pouvais bien... Pour moi, vous savez, c'était comme une trahison. J'avais eu la polio, je m'étais battue. On avait dit que je ne devais pas vivre, j'ai survécu. Et pour moi, là, quand j'ai eu mes opérations avec les techniques de l'époque, là, de greffe de la colonne vertébrale, puis que je suis rentrée à l'école, puis là, pour moi, c'était la maladie, j'en ai fini, là. C'est comme si je faisais de l'anthropomorphisme. J'avais, je pense, personnifié dans ma tête. C'était vraiment quelqu'un, c'était quelque chose. Et quand la post-polio s'est imposée dans ma vie, c'était comme une trahison. C'est comme gagner 2 fois le mauvais billet. Mais ça, on n'y peut rien. À un moment donné... c'est la vie. C'est la vie. Mais je dois dire que ça a été plus facile pour moi de me battre au long de toute ma vie que de réaliser que j'étais très bonne pour faire reculer les limites. Ça, vraiment, en plus. Alors là, je suis rendue au moment de couper le fil. Et entre-temps, je me suis beaucoup impliquée dans Mourir dans la dignité, qui a été instigée par la députée Véronique Yvon, pour laquelle je continue d'avoir une grande admiration. Et la loi est sortie, puis il ne pouvait pas faire autrement. Il fallait que suive un continuum de santé, selon la juridiction provinciale. Et c'était la fin de vie qui était le critère. Après, il est arrivé C14 au fédéral. Et je me rappelle encore de la lutte du Sénat là-dessus. Ils sont arrêtés juste avant le veto par respect pour les autorités élues. Alors, c'était la mort naturelle raisonnablement prévisible. Je ne cesse encore de m'émerveiller devant cet élastique qu'on peut étirer selon les désirs des uns et des autres. En décembre 2016, j'ai demandé à ma médecin de famille, qui est extraordinaire, si elle accepterait de m'accorder l'aide médicale à mourir. Elle m'a dit, pour vous, oui. Mais elle m'est revenue en janvier 2017. Vous voyez que là, on boucle la boucle. En me disant, je la revois encore devant moi, je ne veux pas perdre mon droit de pratique. Elle avait consulté notamment le Collège des médecins, qui à l'époque était intraitable là-dessus. Alors, c'est là que j'ai parlé à Véronique Yvon. C'est là qu'elle m'a référé à Maître Ménard. Et c'est là, donc, au printemps 2017, qu'au bureau de Maître Ménard pour Jean Truchon,
et moi-même, on a logé la requête. Et c'était oui contre les deux gouvernements. Avez-vous le sentiment d'avoir écrit l'histoire sociale du Québec et du Canada par ce combat-là? Parce que la juge Baudouin, à la fin là, de son jugement, juste avant de conclure, Oui. elle dit finalement, ce débat de société n'aurait pu exister sans le courage et la détermination de deux individus, Jean Truchon et Nicole Gladu, qui ont porté cette cause sur leurs épaules. Le tribunal restera à jamais marqué par leur témoignage et tient à leur transmettre son plus profond respect. C'est émouvant, ça, quand même? Oui, c'est émouvant. On ne savait pas, moi, j'espérais. Je pensais qu'on gagnerait, mais on ne peut jamais être sûr là-dedans. Et quand mon avocat m'a appelé la veille de la publication du texte, en disant on a gagné, là, évidemment, j'ai eu une bouffée d'adrénaline, j'étais très heureuse, mais quand j'ai lu, et puis c'était un jugement tellement soigné, tellement approfondi que je me disais, pour moi, il n'y aura pas d'appel. Et effectivement, il n'y a pas d'appel, et là, j'étais fière. Ouais. J'étais fière parce que je me suis dit, on s'est battu pour nous. Je me suis battue comme mon instinct me force me pousse à me battre quand j'ai le nez sur un gros obstacle. Mais je n'avais pas conscience de faire l'histoire. Mais vous l'avez un peu plus, là? Oui, après coup. Oui, parce qu'on va s'arrêter quelques minutes, le temps d'une pause. On va reprendre tout de suite après. Puis j'aimerais qu'on aborde... vous avez dit ça en commission parlementaire, mourir dans la dignité. J'ai rêvé ma vie avant de vivre mes rêves. Oui. C'est une très belle phrase. On va y revenir. Merci. Merci, Nicole. À tout de suite. Restez avec nous à la mission. On poursuit la conversation avec Nicole Gladu tout de suite après la pause. On parle toujours, en euthanasie, suicide assisté, de phase terminale. Pour moi, c'est un concept, dans mon cas, qui est complètement abstrait. Moi, je meurs à petit feu depuis les années 90. Lorsque, pour moi, parce que ce n'est pas un évangile que j'impose à quiconque, lorsque, pour moi, je déciderais que ma vie n'est plus qu'une existence dénuée de sens, pour moi, je couperais le fil. Je poursuis la conversation avec Nicole Gladu, qui a eu une grande victoire devant les tribunaux cette année. Ça a marqué l'histoire juridique du Québec et du Canada. Nicole Gladu, on vient de vous entendre dire mourir à petit feu depuis les années 90. Vous vouliez avoir ce libre choix. Ça a pris tellement d'années pour mener le combat, mais vous l'avez mené avec, on entend les propos avec une grande cohérence. Hein. C'est votre choix personnel, c'est pour vous, mais en même temps, on ne l'impose pas aux autres. Non, j'ai souvent répété, c'est une loi permissive et ce n'est pas une loi coercitive. L'aide médicale à mourir, c'est une option. C'est une loi qui permet aux gens qui voudraient librement et bien renseignés et tout ça, qui voudraient terminer leur vie de cette façon, de le faire. En quoi c'est-tu d'avancée sociale? Bien, je crois, vous savez, que le suicide a été décriminalisé au Canada en 1972. Mais l'aide au suicide, c'est... Écoutez, même il y a des médecins, s'ils voulaient aider sans que la loi soit changée, ils seraient passibles de 14 ans d'emprisonnement. Alors, c'est comme si on disait aux gens, bien, oui, vous pouvez vous tuer, mais, tu sais, c'est... It's up to you. Et moi, je me rappelle avoir, puis je l'ai écrit dans un mémoire, je me rappelle avoir lu sur Internet, mais comment est-ce qu'on fait pour... Puis il y avait un médecin proche de certains de mes amis qui avait dit « Ah, c'est pas compliqué, tu regardes sur Internet. » Ben moi, j'ai pas conduit ma vie comme ça. Quand je fais des choses, j'essaie de les faire de la meilleure façon possible en consultant des experts. Quel médicament prendre, quel dosage. Après ça, ben, me mettre un sac sur la tête, m'étouffer. Ma famille, je suis plutôt gourmande. Me tirer une balle. Bref, il n'y avait pas grand-chose. Je me disais, bien, tant qu'à faire, si j'y suis obligée, j'irai à Zurich. Parce que c'est là qu'on peut se faire administrer l'aide médicale à mourir. Mais aller là,
Puis encore heureux que j'ai les moyens de le faire, financiers. Mais aller là, c'est tristounet. Moi, j'ai écrit, puis c'est vrai, là, on est chez moi, j'ai écrit que je voulais mourir avec mes grands amis. J'ai des amis extraordinaires depuis le collège. Et comme je dis, j'ai gagné le gros lot à la loterie de l'amitié. Et je voudrais mourir chez moi en admirant la vue extraordinaire que j'ai sur le fleuve et avec une flûte de champagne rosée dans une main et un canapé de foie gras dans l'autre. Alors, ça, c'est pas possible de faire ça. Est-ce que cette lutte a donné un sens particulier à votre vie? Bien, ça a fini par le faire, oui. Je l'ai pas fait pour ça, mais quand mon instinct de vie m'a propulsé, m'a poussé à me battre, bien, à un moment donné, c'était pas... je vois pas comment j'aurais pu me battre seulement pour moi. Votre question me permet de dire ça. Et j'étais vraiment indignée de voir qu'on en était encore là. Puis, vous savez, on est une population vieillissante au Québec. Et au fur et à mesure, on connaît tous, directement ou indirectement, quelqu'un dont la mort nous a profondément ébranlés. Le genre de mort qu'on ne veut pas pour soi ou pour quelqu'un d'autre. Alors, je me dis, ben maintenant, il y a toutes sortes de développements. Pourquoi obliger les gens à vivre? À souffrir. À vivre et à souffrir. Alors moi, je dis, ceux qui veulent vivre à tout prix, ils le font, je respecte ça. Mais moi, je ne veux pas, je me dis, j'ai 74 ans, je me dis, j'ai plus de compte à rendre à d'autres, j'ai pas de preuves à faire avec les autres, j'en ai pas vis-à-vis de moi-même, j'ai pas de conjoint, d'enfants ou d'employés qui dépendent de moi. Alors, c'est à moi de finir ma vie comme je veux. Et en même temps, c'est donner... Est-ce qu'on peut aller jusqu'à parler d'espoir quand on a ce choix-là, comme vous l'avez maintenant? Je dirais pas l'espoir, c'est une espèce de sérénité. Parce qu'on se dit, bon, je vais être capable de faire ce que je veux faire, sans nuire à personne. Et même mes amis me disent, on te félicite d'être avec toi, puis en même temps, ça nous fait de la peine. Puis je dois vous dire que peut-être... ça fait plaisir de savoir que des gens vont être peinés de notre départ. Mais non, c'est vraiment... c'est finir ma vie d'une façon digne. Que diriez-vous aux personnes qui ne sont pas d'accord avec vous, qui en ont peur de cette liberté-là et que c'est, pour les personnes vulnérables, un grand danger? Qu'est-ce que vous leur dites? Le fameux concept de vulnérabilité. Ça, vraiment, là, ça a été invoqué à toutes les sauces. Moi, il y a toujours des risques dans tout. Mais si on s'occupait toujours des risques, on ne ferait rien dans la vie. On ne serait pas allé sur la Lune, certain. Et je pense qu'il faut... Je pense que... Vous savez, ça fait longtemps, si vous parlez à des médecins assez âgés, ça fait longtemps qu'ils se pratiquent de l'aide médicale à mourir dans les hôpitaux, mais non pas selon la volonté du patient, mais selon la volonté toute puissante, jusqu'à récemment, des médecins. On peut, par exemple, vous injecter un produit... mon Dieu, l'expression m'échappe, là. On peut vous administrer un produit qui va calmer vos douleurs, mais comme on disait, si l'objectif du geste médical n'est pas la mort, c'est tigoudou. Alors, mais ça encore, je trouve ça pire pour le malade, parce que chacun a sa mort, et je me dis, la seule chose dont on n'est pas responsable, c'est notre naissance. Mais pour le reste, là, y compris la vie, je trouve qu'on devrait respecter les individus dans leur choix. Puis à un moment donné, j'ai écrit, puis quelqu'un m'avait dit, tu devrais pas écrire ça. Mais quand on me dit ça, je me dis, peut-être que je devrais l'écrire. J'avais dit, à supposer que vivre à tout prix soit souhaitable, on n'en a plus les moyens.
Et ça, écoutez, c'était en 80. Mon premier mémoire, là, je pense. Puis j'avais dit, alors que le budget de la santé accapare déjà 45 de notre budget, suivi pas très loin par l'éducation, alors les 27 autres ministères grappillent les restes. Alors j'avais dit, ce serait bien plus utilement employé pour, par exemple, procurer des médicaments très coûteux à des gens qui peuvent en profiter et qui le veulent. Et ça a dû choquer les gens. Mais encore une fois, il y a des gens qui confondent l'objectif et la conséquence. Si c'était l'objectif d'économiser, non, je ne serais pas d'accord. Et je ne pense pas que ce soit le cas non plus. Mais c'est la conséquence, je l'accepte volontiers, que quelqu'un qui meurt à 74 ans, au lieu de mourir comme une épave à 85 ans, parce qu'il y en a d'autres qui c'est extraordinaire, bien, c'est sûr que l'État économise. Mais qu'on ne fasse pas de la démagogie en disant que c'est ça qu'on vit. Mais vous savez une chose qui m'a étonnée, c'est que les réactions que j'ai eues, à une exception près là, dans la presse plus, mais dans mon entourage ici, des parfaits inconnus, tout le monde a été favorable. Les gens me reconnaissent parce que j'ai été pas mal médiatisée. Puis ils me disent merci, bravo, félicitations. Quelqu'un me dit dans le stationnement, merci pour ceux qui vous suivent. Ça, je ne m'attendais pas à ça et ça m'a... Comblé. Ça m'a réconfortée. Je vous sens sereine, vous savourez la vie, vous êtes heureuse, mais vous souffrez au fond. C'est ça le souffre. dilemme. Comment se prépare-t-on à ce moment-là? Comment vous préparez-vous? Est-ce que vous nous avez dit tout à l'heure, c'est peut-être après tous les anniversaires, peut-être au mois de juin, avant votre prochain anniversaire? Comment on se prépare? Comment on vit chaque minute? Comment on aborde la vie maintenant? Bien là, pour le moment, je dois vous dire que j'ai eu beaucoup de publicité autour de ça. Et là, je me dis, ben Noël, ça va être mon dernier Noël. Et Noël va être un peu hop la vie comme pour tout le monde. À passer les fêtes, là. Et là, il va falloir, vous pouvez rire de moi, vous le coupez si vous voulez. Il va falloir que je fasse un grand ménage. Parce que je suis une femme d'ordre, mais j'accumule les paperasses et je ne suis pas capable d'acheter quelque chose que je n'ai pas trié. Donc, je vais faire ça, oui. Puis, pour le reste, j'ai pas de... Je vais profiter de ce qui est le plus important, de ce qui passe. Est-ce qu'on est porté à faire son bilan de vie? On a le temps de le faire? C'est important de le faire? Bien, je pense qu'il s'est fait un peu tout seul. Ironiquement, c'est peut-être à la faveur des entrevues que j'ai accordées. Les questions des gens me poussent à revenir en arrière. Mais je dois dire que je suis plutôt contente. Je m'étais jurée, petite, de jamais dire « j'aurais donc dû ». Ma mère adoptive disait ça. Et puis, c'était pour elle, le verre était toujours à moitié vide. Ça fait des vies souvent tristounettes. Alors, elle regrettait le passé, elle craignait l'avenir, puis elle gaspillait le présent souvent. Et moi, je m'étais dit, je ne veux pas faire ça. Et je pense que si je n'ai pas d'amertume, c'est parce que j'ai profité de toutes les occasions qui se présentaient à moi et ça me laisse de très bons souvenirs. Quand vous avez témoigné à la commission parlementaire sur Mourir dans la dignité, vous avez dit « J'ai rêvé ma vie avant de vivre mes rêves ». Qu'est-ce que vous vouliez dire? C'est-à-dire, quand j'étais enfant, avant que j'aille à l'école pour la première fois, à l'école secondaire, puis je passais mes journées à lire et tout ça, je rêvais et j'imaginais, j'avais une forte imagination. Et, par exemple, j'avais le rêve de devenir journaliste. Je l'ai réalisé. Avant, je voulais être directrice du journal du collège, je l'ai fait. Je voulais devenir correspondante parlementaire, je l'ai fait. Et puis, j'étais très intéressée à l'étranger. Bien, je me suis retrouvée à New York. Alors, finalement, donc, mes rêves, pas tous, pas complètement, mais ils se sont pas mal réalisés. Alors oui, j'ai rêvé ma vie avant de vivre mes rêves. Qu'est-ce que vous voulez qu'on retienne de vous? Mon Dieu. De moi.
C'est peut-être le mot vie qui cristallise tout. Qu'on dise que je n'ai... j'ai eu à cœur de ne rien gaspiller de ma vie. Ça, c'est vraiment... je trouve que ça dit tout, mais on est toujours... Qui suis-je pour dire... qu'on retienne le verbe vivre. Et j'ai vécu avec passion. Et je voudrais pas avoir vécu autrement. Merci beaucoup. C'est à nous de vous dire merci. Ben, merci de votre invitation. Merci. Mesdames, Messieurs, merci d'avoir été avec nous. À la prochaine.